Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Elena Rubinstein a été la première femme d'affaires la plus riche des États-Unis. Née dans le quartier juif de Cracovie, en Pologne, elle a fait fortune seule dans les cosmétiques. Elle a monté des centres d'esthétique dans toutes les grandes villes d'Europe et d'Amérique. Elle a saisi l'air du temps et fait sienne l'idée que l'émancipation féminine allait de pair avec la beauté. C'est l'histoire passionnante de cette businesswoman qui a traversé le XXe siècle que je vais vous raconter dans un récit en 2 parties. Elena Rubinstein, l'impératrice de la beauté. Épisode 1. Du travail comme soin de beauté. Nous sommes à Paris en septembre 1945. Elena Rubinstein revient en Europe pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. La femme d'affaires issue d'une famille juive polonaise a préféré rester aux États-Unis pendant cette période troublée. Quand elle retrouve son bel appartement du 24 quai de Béthune sur l'île Saint-Louis, Elena est sous le choc. Sa demeure a été occupée et vandalisée par la Gestapo. Les meubles précieux sont cassés. Il y a des brûlures de cigarettes sur les marqueteries du buffet. Un sofa a été lacéré. La table de jeu Louis XVI, transportée sur la terrasse, a subi les attaques en règle de la météo. Les murs sont même couverts d'impacts de balles. Elena est révulsée quand elle apprend que les nazis ont passé des meubles par la fenêtre avant de quitter définitivement son appartement pour le simple plaisir de détruire. Tant pis. Elena Rubinstein est une femme de tête, pas du genre à courber l'échine face à l'adversité. Elle va tout rénover et faire un choix surprenant. Vous allez voir. La success story d'Elena Rubinstein commence le soir de Noël 1872 dans le quartier juif de Cracovie, en Pologne. Madame Rubinstein met au monde Raya, l'aînée de ses 8 filles. Cet enfant ne s'appelle pas encore Elena, donc pour le moment, nous aussi, on l'appellera Raya. En cette fin de 19e siècle, on attend des femmes qu'elles servent leur famille à la maison. En tant que fille aînée, Raya est censée aider sa mère à prendre soin de ses 7 petites sœurs. Mais elle déteste ça. Elle aime l'école, elle a soif d'apprendre. Sauf qu'on est dans les années 1880. La famille Rubinstein est modeste. Pas question d'investir dans l'éducation des filles. Pour elle, l'école se termine vers 16 ans. Raya préfère aider son père dans son épicerie plutôt que de rester à la maison. Et c'est tant mieux, parce que son père, qui est plutôt un intellectuel, n'a rien d'un génie des affaires. En revanche, Raya a un culot monstre. Elle a aussi un sens inné du commerce. Elle vendrait des congélateurs à un esquimau sur la banquise. De fait, elle sauve plusieurs fois la boutique paternelle de la ruine. Alors que Raya s'amuse derrière la caisse, ses parents lui cherchent un mari. Ils lui présentent plusieurs candidats qu'elle évince tous les uns après les autres. Cette jeune fille de 1,47 m au regard perçant, aux cheveux noirs et aux lèvres fines, ne veut pas se marier. Elle veut travailler. Elle veut gagner sa vie et faire ses choix. On est à la fin des années 1880, Raya ne correspond en rien aux filles de son temps. Comme ses parents ne savent pas quoi faire d'elle, ils l'envoient à Vienne où elle travaille quelques années dans la boutique de fourrure d'un oncle. Elle parle déjà le polonais, le yiddish et l'allemand. Et elle ne veut toujours pas se marier. Raya sait qu'un destin plus grand l'attend ailleurs. Mais où ? La réponse à sa question arrivera avec le courrier. Sa cousine Eva lui écrit d'Australie. Elle vient de divorcer et elle a besoin d'aide pour élever ses 3 enfants. Raya se met à rêver de ce pays de pionniers avec ses grandes villes. Tout ressemble à une conquête à faire. Sa famille est d'accord, elle peut partir. Nous sommes en 1896. Raya a 24 ans quand elle s'embarque seule sur un paquebot vers Melbourne. Une nouvelle vie l'attend. Nouvelle vie, nouveau nom. Raya a changé quelques petites choses sur ses papiers d'identité. Elle s'appelle désormais Elena et elle s'est rajeunie de 9 ans.
Elena pose ses valises à Coleraine, un village au sud de l'Australie, là où vit sa cousine et ses oncles expatriés. Quel dépaysement! De l'herbe brûlée et des moutons à perte de vue. Elena est déçue. Ce sont les femmes du village qui vont lui inspirer l'idée qui va changer sa vie. La mère d'Elena a mis dans sa valise 12 petits pots de crème hydratante. Il s'agit d'un onguent préparé par un pharmacien polonais. Grâce à lui, Elena conserve une peau belle et souple en dépit du climat australien. Toutes les femmes du village lui demandent son secret. Elena pousse alors les fermières à hydrater et protéger leur peau comme elle. Parfois, dans la boutique de son oncle Bernard, elle leur masse le visage avec une noisette de crème et leur conseille d'éviter le soleil. Les fermières adorent ce moment où elles se font chouchouter. Mais le petit stock d'onguents touche bientôt à sa fin. C'est trop long et trop cher de faire venir de la crème de Pologne. Elena doit la fabriquer elle-même. Pour trouver une formule, elle se fait embaucher chez un apothicaire. Elle relancera son commerce en perte de vitesse contre un apprentissage des produits cosmétiques. Tous les soirs, elle essaye sur son propre visage les mixtures inventées dans la journée, jusqu'au jour où elle réalise que l'ingrédient le plus important pour sa crème est la lanoline, la graisse qu'on obtient dans la toison des moutons. Et des moutons, ce n'est pas ce qui manque à Coleraine. Maintenant qu'elle a compris comment faire sa crème hydratante, Elena Rubinstein quitte Coleraine pour Brisbane puis Melbourne. À elle la grande ville en pleine expansion et ses ambitions. Pour se faire un petit pécule, elle travaille d'abord comme serveuse. Son bagou lui permet de sympathiser avec des clients, des hommes à qui elle parle de ses projets commerciaux et qui lui donnent tout un tas de conseils. L'un lui dessine ses logos, un autre lui prête un laboratoire pour faire ses crèmes. Elle ne se comporte jamais en cocotte qui profite de ses amants. Elle se trouve des mentors. 1902 est une date à marquer d'une pierre blanche en Australie. Les femmes viennent d'obtenir le droit de vote. Elles sont parmi les premières au monde à en jouir. Elena Rubinstein remarque que les Australiennes, descendantes de pionnières et de forçats, sont émancipées et sportives. Elles prennent soin d'elles et portent du rouge à lèvres. Ça, c'est une véritable rupture historique. Depuis 2000 ans, le maquillage soutenu était l'apanage des prostituées. Maintenant, il devient celui des femmes libérées. C'est le moment pour se lancer dans la cosmétique. Elena a appelé sa première crème hydratante Valaz, donc du ciel en hongrois. Elle la vend désormais dans son tout premier salon qu'elle ouvre en 1902 au 243 Collins Street à Melbourne. La marque Elena Rubinstein est née. Elle veut faire de son institut un boudoir à la française, mais comme elle n'a pas d'argent pour le décorer, elle repeint des vieux meubles en rotin et utilise des vieux jupons en guise de rideaux. Les premières clientes n'y voient que du feu. Valaz ne coûte pas cher à produire, mais Elena Rubinstein multiplie le prix de fabrication par 30 pour la vendre. La crème pour le visage doit être, selon elle, un produit de luxe. Ses clientes doivent l'acheter comme un objet précieux. Il est même bon que certaines fassent des économies pour se l'offrir. C'est du pur marketing, mais la cliente se sent privilégiée et ça marche. Elena Rubinstein sent l'air du temps. Pour elle, la beauté, c'est le pouvoir. Observons-la dans son petit boudoir. Elle accueille ses clientes en blouse blanche comme une scientifique. Ça fait plus sérieux. Elle raconte qu'elle a fait des études de médecine, mais qu'elle a arrêté avant la fin parce qu'elle ne supporte pas la vue du sang. Mais Elena Rubinstein, ce n'est pas que la blouse blanche. C'est aussi un visage à la peau claire et parfaite, du rouge à lèvres rouge et des cheveux noirs tirés en arrière et coiffés en chignon. Ce visage, c'est sa signature. En plus de soigner son image, Elena travaille son storytelling. Elle convoque des journalistes au salon à qui elle raconte être une comtesse viennoise qui est venue offrir la beauté aux Australiennes. Pour elle, la vérité se maquille autant qu'un visage. Mais le storytelling,
ce n'est pas suffisant. Il faut aussi de la réclame. C'est comme ça qu'on appelle la publicité au début du XXe siècle. Helena Rubinstein comprend qu'elle a besoin d'une égérie et elle s'offre une star de l'opéra australien. La cantatrice Nellie Stewart devient l'ambassadrice de ses produits dans la presse. Là encore, c'est une révolution. À cette époque, on considère que toutes les femmes du spectacle sont aussi des prostituées. Et là, en 1903, Helena donne en exemple aux femmes une actrice maquillée. L'accès au glamour pour toutes, ça c'est profondément novateur. Le succès est au rendez-vous. Les clientes font la queue devant le salon. Helena, vêtue de sa blouse blanche, fait le diagnostic de leur peau. Grasse, normale ou sèche. Puis elle leur apprend à se mettre la crème en usant d'un cérémonial précis. La jeune femme d'affaires vient d'inventer ce que nos influenceuses appellent aujourd'hui des routines de beauté. Les efforts d'Helena ont payé. En 1905, elle a gagné 100 000 $ australiens. Elle rêve de les investir et d'innover. Elle a envie de se former auprès de pharmaciens et de médecins pour créer de nouveaux produits de beauté. Pour ça, elle doit retourner en Europe. En juin 1905, elle quitte donc l'Australie pour faire la conquête du vieux continent. À partir de là, Helena Rubinstein sillonne toute l'Europe. Elle rencontre des médecins qui mettent au point une technique rajeunissante novatrice, le lifting. À Spa, en Belgique, elle découvre les cures thermales qui font maigrir. Mais c'est à Paris qu'elle a un coup de cœur. Le Paris de la Belle Époque, entre la guerre de 1870 et la Première Guerre mondiale, est la ville la plus joyeuse du monde. On dit alors que Paris est une fête. Cabarets, bordels, restaurants, théâtres promettent à tous les joies de la culture et de l'amour. Mais il y a aussi les grands magasins et les couturiers. Désormais, Helena ne s'habille plus qu'en haute couture. Elle peaufine son image de riche femme d'affaires. Elle remarque que le commerce des cosmétiques est aussi en pleine expansion, avec le développement, entre autres, des marques Bourjois et Rimmel. Après Paris, vient la découverte de Londres. Les femmes y sont moins coquettes que les Françaises. Le maquillage est encore l'apanage des filles de mauvaise vie. Mais Helena constate que les femmes de bonne famille dissimulent leur acné et leur coupe rose sous des tonnes de poudre. Ce sont donc ces femmes-là qui seront sa nouvelle cible. Pour commencer sa conquête de l'Europe, c'est décidé. Helena ouvrira son nouveau salon à Londres. Mais avant cela, elle doit retourner à Melbourne établir ce qu'on appelle aujourd'hui un business plan. C'est là, sur la terre de sa première fortune, qu'elle va rencontrer la personne qui va l'accompagner vers les sommets de la gloire. Pour découvrir la suite de ce récit en 2 parties sur Helena Rubinstein, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit, Helena Rubinstein a quitté sa Pologne natale à la fin du XIXe siècle dans l'espoir de s'accomplir en Australie. Les petits pots de crème hydratante de sa mère lui donnent l'idée de monter un commerce de cosmétiques. En faisant de la beauté une arme d'émancipation pour les femmes, Helena pose les bases de sa fortune. Il ne lui reste plus qu'à faire la conquête du monde, et pour ça, elle aura besoin d'un allié. Épisode 2. Il n'y a pas de femmes laides, il n'y a que des femmes paresseuses. Quand Helena Rubinstein rentre en Australie après son voyage en Europe en 1906, elle a 34 ans. C'est là qu'elle rencontre un journaliste nommé Edward William Titus. Comme elle, il est juif polonais. Il a vécu aux États-Unis où il a abandonné femme et enfants. Mais ça, Helena ne le sait pas. Et il vit maintenant en Australie. Il fait découvrir le Melbourne mondain à la femme d'affaires. C'est lui qui lui conseille de se faire appeler Madame pour être encore plus impressionnante. C'est la première fois qu'Helena tombe amoureuse. Elle est effrayée, elle a peur de perdre sa liberté et que l'amour la prive de son audace. C'est trop confortable, l'amour. Alors,
Quand Titus la demande en mariage, elle dit non. Pour fuir ses sentiments, elle retourne à Londres où elle ouvre son premier salon européen en 1908. Pour le tenir, elle place à sa tête une de ses 7 sœurs. Rubinstein devient une affaire de famille. Certains diront même pour la critiquer, comme sa rivale Elisabeth Arden, que c'est une mafia polonaise. L'année suivante, elle ouvre son premier salon parisien au 255 rue du Faubourg Saint-Honoré. Cette rue commence à abriter plusieurs commerces de luxe car elle se trouve dans un quartier où il y a beaucoup d'hôtels particuliers. Nouvelle boutique, nouveau succès. Mais un événement inattendu va bouleverser la vie d'Helena Rubinstein. Édouard Titus, en voyage en Europe, a retrouvé sa femme d'affaires adorée et cette fois, il la convainc de devenir sa femme à lui. Le couple aura 2 enfants, Roy et Horace. Titus est un mari attentif. Il soutient sa femme dans tous ses projets, lui dessine des publicités et lui écrit des slogans. C'est un allié précieux qui ne prend pas ombrage du succès de sa femme et c'est assez rare à cette époque. Mais Titus a un défaut. C'est un mari volage. Il trompe continuellement Helena. À chaque fois qu'elle lui découvre une nouvelle maîtresse, elle s'achète un nouveau bijou. Et Helena est connue pour ses très nombreux bijoux. À cette époque, avant la Première Guerre mondiale, Helena Rubinstein devient riche et célèbre. Ses nouveaux amis, comme la pianiste polonaise Missy Hassert, l'introduisent dans le grand monde. Helena apprend à se comporter comme les gens de l'aristocratie. Elle commence à se faire portraiturer et à courir les salles de vente, notamment chez Drouot, pour acheter des œuvres d'art. Elle se passionne pour les arts premiers. Les statuettes africaines avec leur visage étonnant lui plaisent beaucoup. Elles font écho à ce qu'elle sait déjà. La beauté est diverse. D'ailleurs, elle le dit elle-même. Il n'y a pas de femmes laides, il n'y a que des femmes paresseuses. Celles qui ne prennent pas soin de leur peau sont fautives de leur manque d'éclat. Pour continuer à développer son commerce florissant, Helena Rubinstein ouvre sa première usine de cosmétiques à Saint-Cloud, près de Paris. Elle appelle ce lieu son laboratoire pour conserver ce vernis scientifique qui est le gage du sérieux de sa marque. Elle aime se faire photographier dans son laboratoire, en blouse blanche, parfaitement maquillée et cheveux tirés en arrière, alors qu'elle manipule des tubes et des fioles. Mais ce sont désormais des chimistes professionnels qui élaborent ces nouveaux produits et étendent sa gamme de cosmétiques. La Première Guerre mondiale n'arrête pas l'ascension d'Helena Rubinstein. Comme Titus possède un passeport américain, elle part avec lui à la découverte des États-Unis. Très vite, elle ouvre un premier salon à New York, entre la 15e rue et la 49e avenue. Ces salons sont désormais des temples de la beauté. Fini les rideaux en vieux jupons. Elle fait appel à des décorateurs pour donner à chacun d'entre eux une atmosphère unique. Elle y expose aussi des œuvres d'art. L'Institut devient un écrin précieux pour les clientes qui s'y pressent. En 1915, Helena entame une tournée à travers les États-Unis. Elle donne des conférences, mais signe aussi des contrats pour vendre ses produits dans des magasins de luxe. L'ouverture de ces corners permet de mieux distribuer ses produits. La femme d'affaires a compris que le mass market, le marché de masse, était en plein essor, mais elle ne veut pas dévaluer ses produits pour autant. Pas question de baisser les prix ni de les vendre en grande surface. Le luxe Helena Rubinstein est réservé à l'élite et à la classe moyenne capable de se payer ses crèmes. Pour ravitailler ses nombreux points de vente, Helena ouvre un second laboratoire à Long Island, près de New York. De retour en France après la guerre, Helena ouvre un nouvel institut rue du Faubourg Saint-Honoré pour remplacer le précédent. Elle le fait décorer par son ami, le couturier Paul Poiret. Cet homme est lui aussi un pionnier. C'est lui qui a commencé à libérer les femmes des corsets dès 1906. En 1924, les affaires d'Helena Rubinstein vont si bien qu'elle achète l'immeuble du 52 rue du Faubourg Saint-Honoré qui abrite désormais son institut et les bureaux de son entreprise.
Elena est une femme d'affaires connue dans le monde entier et les banques d'affaires commencent à s'intéresser à elle. Faisons un petit flashback, direction l'Alabama dans les années 1850. 3 frères juifs allemands fondent la banque d'investissement Lehman Brothers. Le siège social est rapidement installé à New York et la banque participe à l'essor du commerce du coton et du chemin de fer aux États-Unis. Dans les années 1920, Lehman Brothers est l'une des institutions financières parmi les plus puissantes du pays. La 3e génération aux manettes de la banque commence à investir dans les grands magasins comme Macy's et les produits de consommation courante comme les cigarettes Philip Morris. Ces banquiers ne connaissent rien au monde de la beauté, mais ils voient que leurs femmes et leurs filles adorent les produits Helena Rubinstein. Ils constatent aussi que cette marque a une excellente réputation. Elle est perçue comme saine et sa fondatrice fait un chiffre d'affaires annuel brut de 2 millions de dollars. Fin du flashback, nous voilà de retour à New York en 1928. Les banquiers de la Lehman Brothers approchent Helena Rubinstein. Ils lui proposent d'acheter sa marque pour la somme de 7 300 000 $, ce qui correspond peu ou prou à 80 millions de dollars aujourd'hui. Leur objectif est de la coter en bourse et de mieux la distribuer. Helena aime l'argent. Difficile de résister à une telle somme qui ferait d'elle la femme d'affaires la plus riche des États-Unis. Le 11 décembre 1928, la vente est conclue. Mais Helena déchante vite. Les banquiers de la Lehman Brothers ne comprennent rien à la cosmétique. Ils dévaluent sa marque et commencent à la vendre dans les drugstores, c'est-à-dire les petits commerces des États-Unis. Les vendeurs des corners des grands magasins montent au créneau et Helena se lamente. Sa marque n'est pas conçue pour être populaire. Helena Rubinstein, c'est une marque de luxe. Évidemment, ce revirement nuit à l'image de la marque et les ventes chutent. Mais un événement inattendu va rebattre les cartes en faveur d'Helena. Les États-Unis entrent dans une période de crise économique qu'on appelle la Grande Dépression. Les riches sont moins riches et les pauvres deviennent miséreux. Helena rachète les actions Helena Rubinstein au plus bas et reprend les rênes de sa société. Les banquiers de la Lehman Brothers ne lui pardonneront jamais cette humiliation. Ils l'accusent de délit d'initié. Mais tout est en règle. Madame est à nouveau à la tête de son empire. Cette décennie des années 30 est pour elle le temps des changements et des investissements immobiliers. Elle achète un sublime appartement quai de Béthune à Paris en 1932 qu'elle fait entièrement rénover. Elle quitte Édouard Titus, dont elle s'est lassée en 1938, puis 2 ans plus tard, elle veut acheter un immense appartement à New York, un triplex en haut d'un immeuble qu'elle appelle son château dans le ciel. Mais la copropriété s'oppose à cet achat. Les habitants de l'immeuble ne veulent pas d'une voisine juive. Qu'à cela ne tienne, elle achète tout l'immeuble. C'est la première fois qu'Helena Rubinstein se heurte à l'antisémitisme de manière aussi violente. Et ce n'est qu'un début. À partir de 1939, Hitler, le Führer du Troisième Reich, pousse le monde dans une nouvelle guerre. Helena, réfugiée aux États-Unis, ne parvient pas à sauver l'une de ses sœurs et son mari de la folie meurtrière nazie. Le couple est déporté à Auschwitz où il ne reviendra pas. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la guerre favorise l'essor du maquillage. Les femmes occidentales veulent rester belles. Elles utilisent des crèmes teintées pour couvrir leurs jambes. Privées de bas, elles dessinent la couture de leur bas au liner et elles se mettent du rouge éclatant sur les lèvres. Aux États-Unis, porter du rouge à lèvres carmin est même devenu un symbole de résistance au nazisme. Selon les nazis, une femme respectable ne doit pas se ripolliner le visage. Seul le naturel est beau. Au contraire, les Américains prônent la sophistication. C'est la marque Bessamé qui est plébiscitée par les femmes qui travaillent dans l'armée. Elle porte le Red Victory, le rouge de la victoire. Helena Rubinstein constate que la concurrence devient féroce et se met à développer ses propres gammes de maquillage. Elle achète notamment des marques de mascara waterproof qu'elle commercialise à son nom. Elle fait d'ailleurs croire qu'elle en est la créatrice.
C'est faux, mais c'est sans importance. Ce qui compte, c'est le storytelling. Par ailleurs, Elena développe ses affaires en Argentine et au Brésil en attendant de pouvoir reprendre en main ses instituts en Europe. En 1945, la guerre s'achève enfin. Elena aide autant qu'elle le peut les Juifs déportés rentrés des camps en donnant de l'argent à des associations. Elle sait aussi qu'elle doit rentrer en Europe pour redémarrer ses salons. Celui de Paris a été pillé et celui de Londres a été rasé dans un bombardement. De retour à Paris, elle retrouve son bel appartement du quai de Béthune sur l'île Saint-Louis. Elle constate qu'il a été dévasté par la Gestapo. Ils ont même tiré au pistolet sur les murs. Face à tant de haine et de bêtises, Elena pourrait s'effondrer. Mais ce n'est pas son genre. Elle s'empresse de trouver un décorateur et de refaire son appartement. Elle gardera au mur les impacts des balles des gestapistes pour se souvenir de cette période noire. En 1947, enfin, elle rouvre son institut à Paris et en 1951, celui de Londres. Sur ces entrefaites, Elena retombe amoureuse d'un homme de 23 ans de moins qu'elle. Le prince Archil Gourieli-Tchonkia lui offre un titre et des moments de détente. Ce mondain au caractère joyeux la fait rire et elle en a bien besoin. En vieillissant, Madame est de plus en plus intransigeante. Elle voue une haine sans nom à sa principale rivale, Elisabeth Arden, et travaille jour et nuit pour rester la première sur son secteur. Seuls les deuils freinent sa boulimie de travail. La mort de Titus en 1952 la touche particulièrement. Elle gardait beaucoup de tendresse pour son premier mari. 3 ans plus tard, son prince meurt d'une crise cardiaque. Et en 1958, son fils préféré, Horace, se tue dans un accident de voiture. À 86 ans, Elena connaît pour la première fois les affres de la dépression. Comme à chaque fois, c'est le travail qui lui redonne son souffle. Désormais, Elena Rubinstein reçoit ses publicitaires et ses assistants le matin chez elle. Elle anime la première réunion de la journée dans son lit, en corrigeant les pubs et en dictant ses courriers. Elle prend ensuite le temps de recomposer son visage grâce au maquillage, de coiffer ses cheveux en chignon, de passer une belle robe et de beaux bijoux pour se rendre dans l'après-midi à l'usine de Long Island ou à l'institut situé sur la 5e avenue. Elle meurt en 1965 à 92 ans à New York. Elle lègue à son fils Roy un empire des cosmétiques gigantesque comptant 30 000 employés à travers le monde. Mais personne ne peut succéder à Elena Rubinstein. Sa marque est revendue à Colgate-Palmolive en 1973, puis à L'Oréal en 1988. Madame, quant à elle, est entrée au panthéon des pionnières de l'histoire. Elle a révolutionné la beauté en faisant un immense marché. C'est la fin de ce récit consacré à Elena Rubinstein. Merci de l'avoir écouté. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio et c'est aussi un travail d'équipe. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Clément Ibrahim. À la direction artistique, Julien Tarot et Adèle Imbert. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Kelly Decroix et Florine Sylvan. Et moi, la plume et la voix de cette expédition à travers l'histoire, je vous donne vite rendez-vous sur votre plateforme d'écoute favorite. À bientôt.